J'ai quitté mon mari quand mes enfants avaient 6 et 9 ans. Je ne vais pas commencer par demander qu'on me comprenne. Je ne vais pas commencer par expliquer, ni justifier, ni construire un dossier pour que quelqu'un m'absolve d'une décision que j'ai prise il y a 38 ans, avec toutes les informations que j'avais, avec toute la peur que j'avais et avec tout l'amour que j'avais aussi. Parce que l'amour était là, même si personne qui m'a jugé à ce moment-là ne voulait le voir. Ce que je vais faire, c'est vous dire la vérité. Pas la version adoucie qu'on raconte quand on a encore besoin de l'approbation des autres. La vérité complète, avec tout ce qu'elle a coûté et tout ce qu'elle a sauvé. Parce que j'ai 71 ans et qu'à ce stade de ma vie, la seule version qui m'intéresse de raconter, c'est celle-là. Je m'appelle Élise. Je suis assistante sociale à la retraite. J'ai passé 32 ans à accompagner des familles en crise. Beaucoup d'entre elles, des familles où des mères festaient, pour le bien de leurs enfants, dans des situations qui les détruisaient. Je l'ai observé de l'extérieur pendant 3 décennies, et je l'ai vécu de l'intérieur pendant 7 ans, avant de prendre la décision qui a tout changé. Mes enfants s'appellent Thomas et Léa. Thomas avait 9 ans quand je suis partie. Léa en avait 6. Aujourd'hui, ils ont 47 et 44 ans. Et il y a 3 ans, lors d'une conversation qu'aucun de nous 3 n'avait prévu de devenir ce qu'elle est devenue, Thomas m'a dit quelque chose que j'ai gardé dans l'endroit où on garde les choses qu'on a attendu des décennies d'entendre. Il m'a dit que je l'avais sauvé en partant. Je vais vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Mais d'abord, il faut que je vous dise ce qui s'est passé avant, ce que le mariage a fait à mon corps, ce dont personne ne m'avait prévenu et que je comprends maintenant, 38 ans plus tard, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le stress chronique et la santé physique, avec une clarté que je n'avais pas à l'époque. J'ai rencontré mon mari à 23 ans, fraîchement sorti de l'université, commençant mon premier poste dans un organisme d'action sociale. Il avait 28 ans, était ingénieur, avec cette combinaison d'assurance et de charme qui, à 23 ans, ressemble exactement à ce qu'on cherche. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard parce que c'est ce qu'on faisait, parce que nous nous aimions, parce que l'avenir semblait clair et ordonné de cette façon, que la vie maintient rarement longtemps. Les 2 premières années ont été ce que les premières années ont tendance à être, quand 2 personnes apprennent encore qui elles sont l'une avec l'autre, et ont encore assez d'énergie et assez d'espoir pour y travailler. Il y avait des choses que je remarquais et que je traduisais autrement, parce que j'avais 25 ans et que je voulais que l'histoire que je vivais soit l'histoire que j'avais imaginée. La façon dont il réagissait quand les choses ne se passaient pas comme il l'espérait, l'intensité de son tempérament dans les moments de tension, la difficulté qu'il avait à reconnaître quand il avait tort, des choses qui prises séparément ont des explications et qui ensemble, accumulées sur des années, construisent quelque chose qui a un nom, même si à l'époque je ne l'utilisais pas. Thomas est né quand j'avais 27 ans. Léa est arrivée 3 ans plus tard, et leur venue, qui a apporté une joie qui était complètement réelle, a aussi apporté une multiplication de tout ce qui existait déjà dans cette maison. Les tensions sont devenues plus fréquentes, ses réactions plus intenses, la pression à l'intérieur de ces murs plus constante. Et moi qui au dehors aidais des familles à naviguer exactement ce type de situation, à la maison je n'impliquais aucun des outils que j'utilisais professionnellement. Parce que quand on est à l'intérieur, le problème se voit différemment. Il se voit toujours différemment de l'intérieur. Ce qui a commencé à se passer dans mon corps, je l'ai remarqué progressivement, de la même façon progressive dont j'ai remarqué tout le reste dans ce mariage. Les premières migraines sont arrivées quand Thomas avait 2 ans. Pas des migraines occasionnelles, des migraines qui duraient des jours, qui me clouaient au lit avec la lumière éteinte à attendre qu'elles passent. Le médecin a dit que c'était du stress.
Il m'a prescrit quelque chose et m'a dit de me reposer davantage. Ce que disent les médecins quand ils n'ont pas le temps de demander d'où vient le stress. Je n'avais pas le temps de me le demander non plus. J'avais 2 jeunes enfants, un travail à plein temps et un mariage qui exigeait une vigilance constante dont je ne pouvais jamais vraiment me relâcher. La tension artérielle élevée est arrivée à 34 ans. Cette fois, le médecin a été plus direct. Il m'a dit qu'à mon âge, c'était un signal d'alarme et que je devais prendre au sérieux ce qui se passait dans ma vie quotidienne. J'ai pris les médicaments. Je n'ai pas pris au sérieux ce qui se passait dans ma vie quotidienne, ou je n'ai pas pu encore le faire, parce que le prendre au sérieux aurait impliqué de voir ce que je n'étais pas encore prête à voir. C'est mon système immunitaire qui m'a le plus frappé quand j'ai finalement compris le schéma. Chaque fois qu'il y avait une crise majeure à la maison, et avec lui, les crises avaient leur propre rythme, leur propre fréquence, une régularité qu'on apprend à anticiper même quand on ne peut pas l'empêcher. Dans les jours qui suivaient, je tombais malade. Une grippe, une angine, quelque chose de respiratoire. Mon corps répondait aux turbulences émotionnelles avec une telle régularité qu'avec le temps, je pouvais presque le prévoir. Crise le mercredi, malade le vendredi. Mon corps tenait le registre de tout ce que mon esprit essayait de gérer. Je ne le voyais pas ainsi à l'époque. Je pensais que j'avais de la malchance avec les infections, que j'avais un système immunitaire fragile, que c'était ce qui arrivait quand on travaillait avec le public et qu'on avait de jeunes enfants à la maison. Je trouvais des explications parce que les explications étaient plus gérables que la vérité. La vérité, c'est que mon corps payait, semaine après semaine, année après année, le coût de vivre en état d'alerte constant qui n'avait pas de repos. Le stress chronique n'est pas une métaphore. C'est une condition physiologique avec des conséquences réelles et mesurables sur la tension artérielle, sur la fonction immunitaire, sur la qualité du sommeil, sur l'inflammation systémique, sur pratiquement tous les systèmes du corps. Aujourd'hui, c'est documenté dans des milliers d'études. À l'époque, je savais seulement que j'étais fatigué d'une façon que le repos ne résolvait pas. Le matin où j'ai pris la décision, c'était un mardi d'octobre. J'avais 33 ans. Je me suis levé à 6 heures pour préparer le petit déjeuner des enfants avant l'école. Et je suis passé devant le miroir du couloir et je me suis arrêté. Non pas parce que j'avais prévu de m'arrêter, mais parce que l'image que j'ai vue m'a arrêté avant que je puisse décider de continuer. C'était moi, mais ce n'était pas moi. C'était une version de moi qui paraissait 10 ou 15 ans de plus que mon âge réel. Des yeux fatigués d'une façon qui allait au-delà de la nuit précédente. La posture de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd depuis trop longtemps. Une expression que chez n'importe quelle patiente qui serait venue dans mon bureau avec ce visage, j'aurais reconnu immédiatement, et que dans le miroir, ce mardi matin d'octobre, j'ai enfin reconnu aussi, après des années à refuser de la voir. Je suis resté devant ce miroir pendant un temps que je n'ai pas mesuré, et j'ai pensé à Thomas, à Léa, à ce qu'ils apprenaient chaque jour dans cette maison sur ce qu'était l'amour, sur la façon dont se traitent les personnes qui sont censées s'aimer, sur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. J'ai pensé que Thomas avait 9 ans et avait déjà certains gestes, certaines façons de réagir à la frustration, que je reconnaissais de son père et qui me glaçaient quand je les voyais. J'ai pensé que Léa avait 6 ans et savait déjà, avec cette sagesse silencieuse que portent les jeunes enfants, quand il fallait se taire et quand il fallait disparaître dans sa chambre. Ça m'a glacé plus que tout le reste. 6 semaines plus tard, je suis parti avec les enfants chez ma mère. Ce qui est venu après mon départ a été à certains égards plus difficile que ce qui existait à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, au moins, on connaît le terrain. À l'extérieur, le terrain était nouveau et hostile de façon que je n'avais pas entièrement anticipé. La famille de mon mari a pris son parti, ce qui était prévisible.
Ce que je n'avais pas entièrement prévu, c'est le nombre de personnes que je considérais comme neutres qui ont aussi pris son parti. Parce que partir avec de jeunes enfants à cette époque et dans ce contexte était une transgression que beaucoup ne pouvaient pas traiter sans trouver quelqu'un à blâmer. Et celle qui était partie était la candidate évidente. L'église où nous nous étions mariés, les voisines de l'immeuble, certaines collègues qui croyaient connaître ma situation mais n'en connaissaient que la surface visible. Mon beau-frère qui m'a dit en face qu'une mère qui abandonne ses enfants ne mérite pas de les avoir, ignorant que j'étais partie avec les enfants et non sans eux. Mais les détails n'importaient pas beaucoup au récit qui se construisait. Et mes propres enfants, qui à l'époque étaient trop jeunes pour comprendre ce qui s'était passé, et qui dans les années suivantes ont construit leur compréhension de ce qui s'était passé à partir des matériaux dont ils disposaient. Et les matériaux dont ils disposaient étaient en grande partie ceux que leur père leur fournissait, qui n'étaient pas les miens. Je ne vais pas dire du mal de lui ici, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse, et parce que l'histoire de mes enfants avec leur père est la leur, et il ne m'appartient pas de la raconter en entier. Ce que je dirais, c'est que les années qui ont suivi ont été des années où Thomas et Léa ont construit une version de ce qui s'était passé, qui me plaçait dans un endroit que je reconnaissais comme injuste, mais que je n'avais aucun moyen de corriger en temps réel, parce que la correction aurait requis de contredire leur père, et ce n'était pas quelque chose que j'étais prête à leur imposer quand ils étaient enfants. Les visites étaient tendues, les anniversaires difficiles. Il y a eu des Noëls où j'arrivais avec des cadeaux et trouvais une froideur qui faisait mal d'une façon spécifique que seuls les parents qui ont été de l'autre côté de cette froideur comprennent. Thomas a été celui qui a mis le plus longtemps à s'ouvrir. Léa a eu des périodes de rapprochement et d'éloignement qui ne suivaient aucune logique claire de l'extérieur, mais que je comprenais avoir leur propre logique interne qu'elles traitaient seules. Il y a eu une année, Thomas devait avoir environ 25 ans, où il ne m'a pas parlé pendant presque 10 mois, non à cause d'une dispute spécifique, à cause d'une accumulation de choses non dites qui ont finalement trouvé la forme du silence. Cette année-là a été la plus longue de ma vie adulte en ce qui concerne mes enfants. J'ai continué à travailler, à vivre, à construire la vie que j'avais choisi de construire. Mais ce silence avait un poids qu'il n'y avait aucun moyen d'alléger. Ce que j'avais pendant ces années, ce qui m'a tenu quand le poids des conséquences de ma décision était le plus difficile à porter, c'est quelque chose que personne ne m'avait donné, mais que j'avais construit moi-même. C'était la certitude, même quand elle vacillait, que ce que j'avais fait était juste. Pas parfait, pas sans coup, juste, et j'avais autre chose qui était concret et irréfutable, et qu'aucun jugement extérieur ne pouvait changer. J'avais ma santé. 2 ans après mon départ, mes migraines avaient diminué de façon tellement significative que le neurologue qui me suivait m'a demandé ce qui avait changé dans ma vie. Je lui ai dit que j'avais divorcé. Il m'a regardé un moment, puis a écrit quelque chose dans mon dossier sans poser d'autres questions. La tension artérielle s'est normalisée en 18 mois. Et au bout de 3 ans, j'ai pu, sous supervision médicale, réduire les médicaments que je prenais depuis mes 34 ans. Les infections fréquentes ont cessé d'être fréquentes. Je dormais autrement. Pas parfaitement. J'avais mes propres soucis, mes propres pressions de mère seule avec un travail à plein temps. Mais je dormais sans cette vigilance sourde que j'avais maintenue pendant 7 ans. Cet état d'alerte permanent que le corps maintient quand il vit dans un environnement imprévisible et qui a un coût physiologique qui s'accumule silencieusement jusqu'à ce que le corps présente la facture. Mon corps avait présenté cette facture pendant des années. Quand j'ai retiré le poids qui la générait, la facture a cessé de grossir. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Le cortisol chroniquement élevé, ce que produit le stress soutenu, endommage le système cardiovasculaire,
supprime la fonction immunitaire, perturbe le sommeil, affecte la mémoire et la concentration, accélère les processus inflammatoires liés aux maladies chroniques. Nous le savons maintenant avec une précision que nous n'avions pas dans les années 80. Mais le corps ne savait alors, même avant que la science le documente pleinement. Mon corps le savait, et quand j'ai retiré la source de ce stress, il a répondu de la seule façon dont un corps peut répondre quand il est enfin autorisé à se reposer. Il a commencé à guérir. La conversation avec Thomas, que j'ai mentionnée au début, a eu lieu il y a 3 ans. Thomas traversait une période difficile dans son propre mariage. Rien qui ne puisse se résoudre, mais suffisant pour qu'il commence à regarder en arrière autrement et à se poser des questions qu'il ne s'était pas posées avant. Il m'a appelé un dimanche après-midi et nous avons parlé pendant près de 3 heures, ce qui pour Thomas et moi était un record, parce que nos conversations pendant longtemps avaient été prudentes, mesurées, naviguant un champ de mine invisible qu'aucun de nous deux ne nommait. Cet après-midi-là, nous l'avons nommé. Thomas a parlé de choses qu'il portait depuis l'enfance, des choses qu'il avait vues et entendues dans la maison de son père pendant les années où il y avait vécu, des schémas qu'il avait reconnus et qu'il avait mis des décennies à pouvoir nommer. Il m'a dit que pendant longtemps il m'avait reproché tout parce qu'il était plus facile de reprocher à celle qui était partie que d'examiner ce qui se passait dans la maison où il était resté, que le récit qu'on lui avait fourni était plus simple et plus réconfortant que la vérité plus compliquée. Et puis il m'a dit que ses propres enfants, mes petits-enfants, n'allaient jamais connaître cette maison, qu'il avait assez vu pour savoir ce qu'il ne voulait pas reproduire, que d'une certaine façon, même si ça lui avait pris des décennies à le comprendre, ce que j'avais fait lui avait montré qu'il y avait une autre option, que partir était une option. Léa est parvenue à sa propre compréhension par un chemin différent. Léa a eu une relation dans la vingtaine qui s'est terminée pour des raisons qu'elle a mis du temps à traiter, et quand elle les a traitées, elles l'ont ramenée à des conversations avec moi que nous n'avions jamais tout à fait terminées. C'est elle qui m'a dit, avec la franchise qu'elle a toujours eue, qu'enfant, elle avait compris que j'étais partie parce que je ne les aimais pas, et qu'adulte, elle avait compris que j'étais partie précisément parce que je les aimais, que la distance entre ces deux versions lui avait pris 20 ans à parcourir. 20 ans, c'est parfois ce que coûte la vérité. 20 ans pour qu'une petite fille de 6 ans voie avec des yeux d'adulte ce que sa mère a fait et pourquoi. Je ne vous dis pas ceci pour que vous applaudissiez ma décision. Je n'ai pas besoin d'applaudissements à 71 ans et je n'en avais pas besoin alors non plus, même si à cette époque, ne pas les avoir faisait plus mal. Je vous le raconte parce qu'il y a quelque chose que je veux que vous entendiez clairement, quelque chose que j'ai vu se répéter trop de fois en 32 ans de travail social, et que aujourd'hui, de l'autre côté de ma propre histoire, je peux dire avec une autorité qui vient des deux endroits. Rester dans un mariage toxique pour le bien des enfants ne les protège pas. Ça les expose. Ça les expose à un modèle de ce qu'est l'amour. Ça les expose à apprendre que l'amour ressemble à ce qu'ils voient dans cette maison. Ça les expose à normaliser des niveaux de tension, de conflit et de déséquilibre qu'ils chercheront ensuite à reproduire, sans le vouloir, dans leurs propres relations adultes, parce que c'est ce qu'ils connaissent comme normal. Et ça les expose à voir leur mère disparaître, tas du jour au lendemain, lentement, de la même façon dont j'ai disparu pendant ces 7 ans. Les migraines qui font partie du paysage, la mère qui est présente, mais qui semble toujours fatiguée, qui a des moments de joie, mais qui porte quelque chose que les enfants ressentent, même quand ils ne peuvent pas le nommer. Les enfants ressentent tout. Ils n'ont pas de mots pour ce qu'ils ressentent, mais ils le ressentent avec une précision que nous les adultes sous-estimons constamment. Mes enfants ont ressenti ce que je portais pendant ces 7 ans.
et ils ont ressenti le poids de ce qui est venu après mon départ, ce qui était réel et que je ne minimise pas. Mais ils ont aussi ressenti, même s'il leur a fallu des décennies pour le dire, autre chose. Ils ont ressenti qu'il y avait une autre façon, qu'une mère pouvait choisir, que choisir n'était pas abandonner, mais parfois exactement le contraire, que l'amour ne ressemble pas toujours à rester, que parfois il ressemble à partir, avant que ce qu'on vous fait vous consume si complètement qu'il ne reste plus assez de vous pour leur donner quelque chose de réel. J'ai 71 ans. Ma tension artérielle est ce que mon médecin décrit comme celle d'une femme 10 ans plus jeune. Je dors bien, ce qui n'est pas un détail mineur, parce que je connais beaucoup de femmes de mon âge qui ne dorment pas bien. Et quand je leur pose des questions sur leur histoire, je trouve des choses qui expliquent cette insomnie et qui n'ont rien à voir avec l'âge. Je marche tous les jours. J'ai de l'énergie pour mes petits-enfants. L'énergie d'une femme qui a porté ce qu'elle avait à porter et qui l'a déposé quand elle a pu, plutôt que de le porter 40 ans de plus. Je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui si j'étais restée. Cette histoire n'existe pas pour comparer. Ce que je sais, c'est où j'en étais à 33 ans, avec les migraines et la tension élevée et le système immunitaire qui s'effondrait après chaque crise. Et je sais que les femmes que j'ai rencontrées dans la vie professionnelle, qui sont restées dans des situations similaires pendant des décennies de plus, beaucoup d'entre elles ont vieilli d'une façon que leur corps montrait avec une clarté qu'aucun médecin ne nommait directement, mais qui était visible pour qui savait regarder. Le stress chronique fait vieillir. Ce n'est pas une phrase de développement personnel, c'est de la physiologie. Et vivre pendant des décennies dans un environnement de tension constante, d'imprévisibilité émotionnelle, de vigilance qui ne se relâche jamais, a un coût que le corps prélève régulièrement, même quand on ne tient pas les comptes. Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez quelque chose dans ce que j'ai décrit, je ne vous dis pas de partir demain. Les grandes décisions ne fonctionnent pas ainsi, et je ne serais pas honnête si je vous disais que partir est simple ou que ça n'a pas de coût, parce que ça en a. Ce que je vous dis, c'est ceci. Rester n'est pas gratuit non plus. Rester a aussi un coût, et ce coût, c'est vous qui le payez, avec votre corps, avec votre santé, avec les années qu'il vous reste. Et ce sont vos enfants qui le paient, qui apprennent chaque jour dans cette maison ce qu'est l'amour et ce que l'amour n'est pas. La question n'est pas de rester ou de partir. La question est ce que vous enseignez et à quel prix. À 33 ans, je n'avais pas toutes les réponses. J'avais de la peur et 2 jeunes enfants et une tension artérielle élevée et des migraines qui ne cédaient pas et une image dans un miroir un mardi matin d'octobre que je n'ai pas reconnue. Ça a suffi pour me faire bouger. Aujourd'hui, Thomas a 47 ans et m'appelle le dimanche. Léa a 44 ans et le mois dernier, elle est venue passer un week-end ici avec ses enfants. Mes petits-enfants me connaissent. Ils me connaissent vraiment. Non pas comme la figure lointaine que j'aurais pu devenir si l'épuisement de ces années m'avait consumé entièrement. C'est la vie que j'ai. Et quand Thomas m'a dit il y a 3 ans que je l'avais sauvé en partant, je ne l'ai pas dit dans ce moment, mais je l'ai pensé avec une clarté que je ressens encore quand je m'en souviens. Je nous ai sauvés tous les deux. Est-ce que vous êtes jamais resté dans une situation qui vous faisait du mal par peur des conséquences de partir? Ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait trop longtemps? Dites-le moi dans les commentaires. Cet espace est le vôtre et je veux lire chaque histoire que vous partagez.